Le 1er janvier 2026, une tentative de renversement au Burkina Faso a failli réussir. Ce n'était pas un soulèvement violent, mais une conspiration souterraine, méthodique, menée par des acteurs prêts à tout pour déstabiliser le pays. Le nom d'Ibrahim Traoré, président en fonction, s'est imposé comme un symbole, non seulement d'un pouvoir qu'on voulait renverser, mais aussi comme un obstacle à des intérêts puissants. Ce complot n'était pas dicté par l'idéologie, mais par une soif de pouvoir et d'argent. L'État a réagi non par la force, mais par l'exposition. Les conspirateurs ont été mis en lumière et leur échec était déjà écrit, non pas par chance, mais par conception. En janvier 2026, le Burkina Faso a été confronté à une tentative de renversement bien plus subtile et dangereuse qu'un simple coup d'État. Cette tentative, loin d'être un acte chaotique, a été orchestrée par un réseau complexe de conspirateurs dont Ibrahim Traoré était la cible principale. Mais ce n'était pas seulement un coup pour éliminer un président, c'était une lutte pour remodeler le pays et sa direction politique. L'enjeu était énorme. Il s'agissait de remettre en question l'autorité de l'État et de rétablir un système de pouvoir dominé par des intérêts étrangers. La question clé, pourquoi cette tentative a-t-elle échoué là où d'autres avaient prospéré? Parce que, contrairement à ce que les conspirateurs croyaient, la réaction de l'État n'a pas été immédiate. Au lieu de cela, une décision stratégique a été prise, exposer le complot au grand jour et détruire l'illusion d'impunité. Cette décision a scellé le destin des conspirateurs et a ouvert une nouvelle ère de vigilance et de transparence pour le pays. En janvier 2026, le Burkina Faso n'a pas connu un coup d'État habituel. Ce n'était pas une révolution bruyante, mais une opération silencieuse et méthodique menée par un réseau bien organisé. Ce qui est fascinant, c'est que cette tentative n'a pas été rejetée par un simple acte de force. Elle a été exposée à la lumière du jour par une stratégie de patience et de dévoilement. Les conspirateurs pensaient qu'ils pouvaient opérer dans l'ombre, espérant que l'État réagirait trop tard pour intervenir efficacement. Mais au lieu de réagir dans la précipitation, l'État a laissé la conspiration se développer lentement. Chaque mouvement, chaque transfert d'argent, chaque réunion secrète a été scrutée et enregistrée. L'État, en attendant le moment propice, a laissé les conspirateurs se dévoiler d'eux-mêmes. Au centre de cette stratégie se trouvait Ibrahim Traoré, non seulement en tant que président, mais en tant que pièce maîtresse dans un jeu bien plus complexe. Il n'était pas simplement un chef d'État à abattre, mais un symbole d'un changement profond dans la gouvernance du pays. La conspiration a été nourrie par des acteurs extérieurs, dont Paul-Henri Sandogo Damiba, l'ancien leader en exil, qui a joué un rôle clé dans la coordination de l'opération. Ce n'était pas une rébellion spontanée, mais un plan soigneusement orchestré, financé par des fonds venant de l'extérieur et motivé par une volonté de restaurer un ordre ancien, celui où certains croyaient que le pouvoir leur revenait de droit. Cependant, tout ce plan, aussi sophistiqué soit-il, a échoué en raison de la stratégie de patience de l'État, qui a exposé chaque détail au moment opportun. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a toujours été une figure controversée, mais son rôle dans cette crise va bien au-delà de celui d'un simple dirigeant. Il est devenu l'élément central du complot qui visait à renverser l'État. Pour les conspirateurs, Traoré représentait non seulement un obstacle au pouvoir qu'il cherchait à récupérer, mais aussi le symbole d'une politique de rupture avec l'ordre ancien. Cependant, la réaction de l'État n'a pas été immédiate. Au contraire, elle a été marquée par une lente observation, un processus de surveillance et d'enregistrement minutieux des conspirateurs. Dès le début, les services de sécurité ont détecté les premiers signes du complot. Mais plutôt que d'agir sur le champ, ils ont décidé d'attendre. Cette approche a permis aux conspirateurs de se dévoiler petit à petit en multipliant les erreurs qui allaient conduire à leur chute.
Les conspirateurs pensaient agir dans l'ombre, mais l'État leur a tendu un piège invisible, dans lequel chaque mouvement était scruté et chaque détail capturé. Au cœur de ce complot, il y avait des acteurs comme Paul-Henri Sandogo d'Amiba, qui, bien qu'en exil, a pu orchestrer des actions cruciales depuis l'extérieur, en s'appuyant sur des loyautés anciennes et sur l'illusion que les coups d'État en Afrique pouvaient y réussir sans grandes conséquences. Cependant, cette fois, la stratégie de l'État a été différente. Plutôt que de réagir dans l'urgence, elle a exposé la conspiration au grand jour, démantelant ainsi non seulement le réseau, mais aussi l'illusion de l'impunité qui avait persisté jusque-là. Le complot pour renverser l'État burkinabé s'est déroulé de manière méticuleuse, chaque étape soigneusement planifiée. Mais malgré cette précision, il a échoué en grande partie grâce à la stratégie de patience de l'État. Dès le début de janvier 2026, des signes d'un complot en gestation ont émergé. Ce n'était pas un soulèvement improvisé, mais une conspiration où chaque mouvement, chaque manœuvre était enregistré et surveillé. Les services de sécurité ont détecté des contacts inhabituels et ont suivi les déplacements des suspects. Les réunions secrètes ont eu lieu, les fonds ont été transférés de manière discrète, mais le réseau n'a pas compris que chaque action était surveillée. Ce n'était pas une attaque précipitée, mais une opération calculée visant à frapper au moment où l'État serait vulnérable. Le plan des conspirateurs reposait sur trois couches: l'amputation stratégique, la logistique discrète et l'activation des cellules compartimentées. La première étape a consisté à éliminer le commandant de l'unité de drone, affaiblissant ainsi l'avantage aérien de l'État. Ce n'était pas un acte symbolique, mais une attaque chirurgicale visant à déstabiliser les fondations de la défense nationale. La deuxième étape a impliqué la logistique, détourner des armes et les amener discrètement vers la capitale, en exploitant la familiarité institutionnelle pour éviter la détection. Ce n'était pas un flux massif d'armes, mais un afflux suffisant pour armer plusieurs cellules sans attirer l'attention. Enfin, la troisième étape a consisté en l'activation du réseau. Des cellules compartimentées se sont préparées à se déplacer, utilisant la confusion et la désinformation pour frapper rapidement et frénétiquement. Ils espéraient que la vitesse et la surprise compensent le manque de soutien populaire. Mais cette approche s'est révélée être une faiblesse fatale. Le réseau n'était pas unifié par une idéologie, mais par des intérêts financiers. L'argent, plus que la conviction, était la force motrice. Les conspirateurs ont cru que la rapidité de leur action leur permettrait d'échapper à la surveillance, mais l'État les avait déjà anticipés. Chaque geste était enregistré, chaque trace analysée. Ce que les conspirateurs considéraient comme une course contre la montre s'est transformé en un enregistrement d'échecs. L'État, plutôt que de réagir immédiatement et de risquer d'éveiller des martyrs, a choisi d'attendre. Il a permis au réseau de se développer davantage, accumulant ainsi des preuves solides contre chaque membre. Les fonds ont continué à circuler, les agents ont poursuivi leurs manœuvres, mais tout cela a servi à renforcer le dossier de l'État. Lorsque l'intervention est intervenue, elle n'a pas été violente ni désordonnée. Les conspirateurs ont été arrêtés simultanément, leurs communications interceptées, les preuves rassemblées avec une précision déconcertante. Cela n'a pas été un coup de chance ou un acte de répression impulsive. C'était une stratégie délibérée. En exposant les conspirateurs au grand jour, l'État a non seulement démantelé le réseau, mais a aussi brisé l'illusion d'impunité qui régnait sur de telles tentatives de renversement. Au cœur de cette tentative de coup d'État au Burkina Faso, les services de sécurité ont utilisé des preuves quantifiables pour suivre et détruire le réseau conspirateur. Tout a commencé par une surveillance discrète qui a permis de détecter des signes précurseurs d'une tentative de déstabilisation. La première pièce cruciale du puzzle a été l'enregistrement des et des transferts financiers suspects effectués à partir de pays voisins
principalement pour financer des actions logistiques. Les conspirateurs pensaient que ces mouvements d'argent ne seraient pas remarqués, mais ils ont été soigneusement tracés. Des millions ont été transférés en petites quantités, via des canaux discrets, mais chaque transaction a été observée par les autorités. Le montant exact de l'argent transféré n'a pas été publié, mais les informations obtenues ont permis de relier ces fonds à des comptes externes utilisés pour soutenir l'opération. En parallèle, les autorités ont pu recueillir des informations sur les armes et munitions détournées. L'État a documenté les types d'armements qui étaient transférés vers la capitale, exploitant les accès institutionnels pour éviter les contrôles. Selon les informations disponibles, des centaines de pièces d'équipement militaire, y compris des armes de haute précision, ont été acheminées de manière furtive. Ces armes ont été envoyées avec l'intention d'armer des groupes prêts à agir rapidement, mais encore une fois, ces transferts ont été suivis et enregistrés. Les services de renseignement ont pu identifier les points d'entrée des armes dans la capitale, ainsi que les itinéraires utilisés pour les transporter en toute discrétion. En outre, les autorités ont utilisé des techniques de surveillance numérique pour intercepter les communications entre les conspirateurs. Des dizaines de messages allant des ordres militaires aux discussions financières ont été interceptés. L'un des éléments les plus frappants de ces communications a été un message relayant l'espoir des conspirateurs que la vitesse de leur action leur permettrait de compenser l'absence de soutien populaire. Ce message a été particulièrement crucial car il a montré que les conspirateurs ne s'attendaient pas à une confrontation publique immédiate, mais comptaient sur la confusion pour avancer. Les communications ont révélé également des plans spécifiques pour l'activation des cellules compartimentées, ainsi que des horaires précis d'exécution des actions. Ces révélations ont été analysées et utilisées comme preuve contre les conspirateurs au moment de leur arrestation. Chaque détail, chaque déplacement, chaque transfert a été scrupuleusement enregistré, fournissant aux autorités des éléments de preuve solides et irréfutables pour démanteler le complot. Ce n'était pas seulement une surveillance ponctuelle, mais un processus rigoureux de collecte et d'analyse d'informations qui a permis à l'État de réagir avec une précision mortelle. Dans toute analyse de la tentative de coup d'État au Burkina Faso, il est essentiel de comprendre les arguments opposés. Pour les conspirateurs, l'échec du complot n'était pas simplement une question de mauvaise exécution ou de réactivité trop lente de l'État. Selon eux, la stratégie initiale était solide. Créer un réseau clandestin, agir rapidement avant que le gouvernement ne puisse répondre efficacement et ne pas risquer de rébellion ouverte qui pourrait attirer trop d'attention. Leur raisonnement était simple. Tant que l'État n'était pas pleinement informé de la conspiration, ils avaient une chance de réussir. Pour eux, le secret et la rapidité étaient d'un des atouts majeurs dans ce jeu de pouvoir. De plus, l'absence de soutien populaire direct n'était pas un obstacle insurmontable. Le plan reposait sur l'idée que, même sans la légitimité d'une mobilisation de masse, il pouvait réussir à déstabiliser le gouvernement par des frappes ciblées soutenues par des fonds et des alliances extérieures. Cependant, cet argument suppose une croyance erronée dans l'impunité. La grande erreur des conspirateurs a été de sous-estimer la vigilance de l'État. Le pouvoir central ne s'est pas contenté de réagir aux premières indications de complot. Il a patiemment observé, a accumulé des preuves et a attendu le moment idéal pour détruire le réseau. En agissant ainsi, l'État a non seulement pris le contrôle de la situation, mais a également brisé l'illusion de l'impunité qui avait permis à des coups d'État précédents d'émerger et de prospérer. C'est dans cette phase d'observation et de patience que la stratégie de l'État a remporté la victoire. Ce qui semblait être un défaut de l'État
sa lenteur apparente à réagir s'est révélée être une manœuvre calculée qui a permis de collecter des preuves irréfutables et de démanteler le complot de manière systématique. Ce retournement montre bien que l'approche des conspirateurs, bien que logique dans un certain contexte, ne prenait pas en compte l'évolution stratégique de l'État face aux nouvelles formes de menaces. Leur erreur a été de penser que la vitesse et la surprise suffiraient, alors qu'en réalité, la patience et la collecte d'informations étaient des atouts bien plus puissants dans ce cas précis. L'histoire du coup d'État manqué au Burkina Faso ne se résume pas simplement à une tentative de renversement raté. Il s'agit d'un changement fondamental dans la manière dont les tentatives de déstabilisation sont gérées par l'État. Ce qui a véritablement transformé la donne, ce n'est pas seulement l'échec du complot, mais la manière dont l'État a décidé de traiter cette menace, avec une exposition systématique plutôt qu'une répression immédiate. Ibrahim Traoré, bien que cible de la conspiration, n'était pas simplement un leader politique. Il était devenu un symbole de résistance à un ancien ordre. Et dans ce contexte, l'État n'a pas réagi en se concentrant uniquement sur le leader, mais a choisi de s'attaquer directement aux structures même du complot, de révéler sa vraie nature et de détruire l'illusion d'impunité qui avait persisté jusque-là. Le moment clé n'a pas été la découverte du complot en soi, mais le fait que l'État ait permis à ce complot de se développer et de se dévoiler, créant ainsi une accumulation de preuves irréfutables. Ce n'est qu'à ce moment précis que les conspirateurs ont compris que leurs actions étaient déjà exposées. L'État avait non seulement anticipé le complot, mais l'avait observé, le documentant dans ses moindres détails, avant de frapper avec une efficacité dévastatrice. Les conséquences de cette tentative de coup d'État ont été multiples et profondes, non seulement pour les conspirateurs, mais aussi pour le pays et la région. En exposant le complot, l'État burkinabé a envoyé un message clair, non seulement aux auteurs de l'intrigue, mais aussi à l'ensemble de la population et à la communauté internationale. Ibrahim Traoré, en tant que président, est devenu bien plus qu'un simple leader politique. Il est devenu un symbole de résistance face à des forces extérieures et internes qui cherchaient à renverser l'ordre établi. Son rôle dans l'exposé de cette tentative a consolidé sa position, mais cela a également modifié les attentes vis-à-vis du pouvoir et de sa gestion des crises. Pour les conspirateurs, l'exposition publique a été dévastatrice. Non seulement leur complot a échoué, mais chaque aspect de leur plan a été scruté et documenté, laissant des preuves solides de leur intention de renverser l'État. Les arrestations n'ont pas été le simple résultat d'une intervention militaire, mais d'un processus complexe où chaque mouvement, chaque décision des conspirateurs a été minutieusement suivie. Les cellules, les cellules compartimentées du réseau, ont été désintégrées une à une, et les arrestations ont eu un effet domino, renforçant l'idée que toute tentative de déstabilisation serait surveillée et exposée. Sur le plan plus large, l'échec de ce coup d'État a eu des répercussions sur la perception de l'impunité dans la région. Pendant des décennies, les coups d'État en Afrique ont été marqués par des processus de réintégration, d'amnistie et de retour à l'ordre, souvent avec des négociations et des compromis. Cette tentative a cependant changé la donne. L'État burkinabé a prouvé qu'il ne tolérerait plus l'idée que de telles actions pouvaient y passer inaperçues ou sans conséquence. Le message était clair: toute tentative de renversement serait non seulement détruite, mais exposée, rendant la notion même d'impunité obsolète. Cela a également mis en lumière une nouvelle dynamique de pouvoir au sein du Burkina Faso. Plutôt que de jouer le jeu de l'acceptation passive, l'État a pris une position proactive, montrant que l'impunité et la corruption ne seraient les plus tolérées. Cette nouvelle ère a eu des répercussions sur la politique régionale, où d'autres États ont dû reconsidérer leur propre stratégie face à des tentatives similaires. Le message était désormais global. Les conspirateurs ne pouvaient plus se cacher dans l'ombre.
leur déstabilisation ne serait plus invisible. En regardant les mois à venir après l'échec de la tentative de coup d'État, trois scénarios distincts se dessinent pour le Burkina Faso et la région. Chacun de ces scénarios repose sur la manière dont l'État et les acteurs externes réagiront aux événements récents. Le premier scénario est celui d'une stabilité renforcée. Donc, Ibrahim Traoré, soutenu par la manière dont il a géré cette crise, pourrait consolider son pouvoir. La décision de révéler la conspiration et d'agir avec transparence enverrait un message fort. L'État ne tolérera aucune tentative de déstabilisation. Ce scénario renforcerait l'autorité de Traoré, non seulement au sein du pays, mais aussi à l'international. Le Burkina Faso pourrait devenir un exemple de gouvernance prompte à exposer et à éliminer toute menace contre la souveraineté nationale. Les soutiens extérieurs pourraient également se renforcer, le pays devenant un modèle de fermeté contre les complots et la corruption. Le second scénario envisage un retour à une instabilité contrôlée. Bien que l'échec du coup d'État ait été une victoire pour l'État burkinabé, la rupture causée par cette tentative pourrait semer des graines de mécontentement à long terme. Les conspirateurs arrêtés et leurs partisans pourraient chercher à se regrouper sous de nouvelles formes. La guerre des informations, déjà omniprésente, pourrait intensifier les divisions internes. Dans ce scénario, la tension resterait palpable, avec des risques de nouvelles tentatives de déstabilisation, bien qu'elles seraient probablement moins efficaces sans le soutien financier et logistique qu'elles avaient déjà précédemment. Le dernier scénario est celui d'une reconfiguration régionale où l'échec du coup d'État pourrait avoir des répercussions au-delà du Burkina Faso. Les puissances extérieures et les acteurs régionaux pourraient intensifier leur engagement dans les affaires burkinabées, que ce soit pour stabiliser la situation ou au contraire pour manipuler les dynamiques de pouvoir à leur avantage. La région du Sahel, déjà marquée par une instabilité persistante, pourrait voir une montée des tensions géopolitiques. Les interventions militaires et diplomatiques pourraient se multiplier et le Burkina Faso, à travers son modèle de gestion de crise, pourrait devenir un terrain d'expérimentation pour de nouvelles approches de gouvernance dans la région. Chaque scénario aura des implications sur la trajectoire politique du pays, sur son rôle régional et sur l'équilibre des puissances extérieures impliquées dans la région. La tentative de coup d'État au Burkina Faso ne concerne pas seulement les conspirateurs, les services de sécurité ou même Ibrahim Traoré. C'est une histoire qui touche chacun d'entre nous, car elle soulève des questions profondes sur le pouvoir, la loyauté et les conséquences de nos choix dans des moments critiques. Lorsque l'État a choisi de révéler la conspiration plutôt que de réagir dans la précipitation, il a mis en lumière une vérité universelle. L'impunité n'a plus sa place dans le monde moderne. Ce n'est pas seulement un message pour les conspirateurs ou pour le Burkina Faso, mais pour tous les pays confrontés à des tentatives de déstabilisation. L'idée que des actions peuvent être dissimulées, que des complots peuvent se réaliser dans l'ombre sans conséquence est désormais révolue. Mais ce n'est pas une simple leçon pour les gouvernements. C'est un appel à la vigilance pour nous tous, en tant que citoyens. Nous devons comprendre que, dans un monde de plus en plus transparent, chaque action a des répercussions. Le silence et l'indifférence face à la corruption, à la trahison ou à la manipulation des puissants ne sont plus des choix viables. Le Burkina Faso, en choisissant l'exposition et la vérité, nous rappelle que la responsabilité collective est la seule voie vers une société plus juste. Nous devons nous poser la question: jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre ce qui est juste, pour préserver l'intégrité de nos systèmes et de nos sociétés? Dans les mois à venir, ce que le Burkina Faso a choisi de faire face à cette tentative de coup d'État pourrait redéfinir non seulement la politique du pays, mais aussi
les attentes globales vis-à-vis des gouvernements en matière de transparence, de justice et de gestion des crises. Face aux récents événements, le Burkina Faso doit envisager une série de solutions pour renforcer sa résilience face à de futures menaces. Le premier axe est la consolidation de la transparence gouvernementale. L'État a déjà démontré son efficacité en exposant les conspirateurs et en utilisant la patience stratégique pour recueillir des preuves. Pour aller plus loin, il serait bénéfique de renforcer les mécanismes de surveillance, non seulement pour détecter les complots en amont, mais aussi pour assurer une plus grande transparence dans les institutions publiques. Des réformes institutionnelles devraient être mises en place pour garantir que les décisions politiques restent fidèles à l'intérêt national et non à des agendas cachés. Le second axe de solution réside dans la régénération de la confiance populaire. Bien que l'exposition du complot ait renforcé l'autorité de l'État, il est essentiel de rappeler aux citoyens leur rôle actif dans la gouvernance. Un programme d'éducation civique axé sur les responsabilités collectives et les dangers des complots politiques pourrait permettre de renforcer la résilience du peuple burkinabé. La société civile doit être mieux impliquée dans les processus décisionnels et des canaux de communication plus ouverts doivent être mis en place pour qu'elle puisse surveiller de près l'action gouvernementale. Enfin, le Burkina Faso doit intensifier sa coopération avec ses voisins et avec les organisations internationales. Dans un contexte de sécurité régionale fragile, le pays pourrait jouer un rôle de leadership dans la lutte contre l'instabilité politique en Afrique. En devenant un modèle de gouvernance transparente et résiliente, le Burkina Faso pourrait non seulement stabiliser son propre territoire, mais aussi encourager des réformes politiques dans toute la région du Sahel, contribuant ainsi à un avenir plus stable et plus juste pour les générations futures. À travers la tentative de coup d'État au Burkina Faso, une vérité plus grande a émergé. Ce n'était pas seulement une bataille pour un siège de pouvoir, mais un affrontement entre deux visions radicalement différentes de l'avenir. L'une, dirigée par ceux qui pensaient des pouvoir redéfinir le pays par la force, l'autre, incarnée par Ibrahim Traoré, qui a montré qu'il n'y a pas de pouvoir sans responsabilité, sans vérité. Le choix de l'État de mettre en lumière le complot, de laisser les conspirateurs se dévoiler d'eux-mêmes, n'a pas seulement démantelé une conspiration. Il a brisé l'idée que la trahison pourrait prospérer sans conséquence. Le Burkina Faso, à travers cette crise, a envoyé un message fort, non seulement à ses citoyens, mais à toute la région. La souveraineté nationale se défend par la transparence et non par le silence. Ce message résonne bien au-delà des frontières du pays. Il rappelle à chaque acteur politique, à chaque citoyen, que l'histoire n'est pas écrite par ceux qui agissent dans l'ombre, mais par ceux qui osent la confronter à la lumière. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré, loin d'être simplement un dirigeant, devient le porteur d'une nouvelle ère où la vérité surpasse le pouvoir caché. La décision de révéler cette conspiration, de l'exposer au grand jour, est la véritable victoire de l'État et plus encore du peuple burkinabé. L'histoire du Burkina Faso en janvier 2026 nous montre que l'action gouvernementale ne doit pas simplement être une réponse réactive, mais une stratégie de transparence et de responsabilité. Ce n'est pas seulement un récit de complot et de trahison, mais un appel à chacun d'entre nous pour réfléchir à la manière dont nous participons à la construction de nos sociétés. Si cette leçon peut être tirée de cette crise, c'est qu'il est temps de remettre en question notre passivité et d'assumer pleinement nos rôles dans la préservation de la justice et de la souveraineté. Le changement ne peut se faire qu'à travers une implication collective. C'est à nous, en tant qu'individus et communautés, de suivre cet exemple de courage et de vigilance. Soyons les témoins actifs de notre propre histoire et veillons
à ce que la transparence et la vérité soient les principes qui guident nos actions futures. Partagez vos réflexions sur ce moment historique. Quelle est votre vision pour l'avenir de l'Afrique? Comment pouvons-nous tous contribuer à un environnement politique plus juste et plus responsable? Engageons la discussion.